services au sein des hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, donc l'un à Clamart et l'autre qui est dans le 92 et l'autre à Bondy dans le 93. C'est les services qui ont la médecine de la production. Et il faut savoir que je me suis intéressé très tôt, dès l'émergence des techniques de congélation, à la préservation de la fertilité, notamment du côté féminin. Il faut savoir que du côté masculin, ça existait déjà depuis un certain nombre d'années. La préservation de la fertilité, c'est quoi ? On sait que les traitements anticancéreux, et pas que d'ailleurs, il y a le cancer, mais il y a d'autres maladies, qui vont pouvoir, soit par leur histoire naturelle, soit par les traitements qu'elles vont induire, qui vont donner un risque d'infertilité. La fertilité, c'est quoi ? C'est un problème pour essayer d'avoir un enfant naturellement. Et des fois, la médecine n'arrive pas forcément à aider ces personnes-là à avoir des enfants, malgré le fait qu'il existe des techniques de PMA, d'assistance médicale à la procréation. Et en fait, l'enjeu de tout ça, c'est de permettre à ces hommes et ces femmes qui sont atteints de maladies, on va parler de cancer aujourd'hui, de se dire, bon, voilà, il y a un moment présent qui est difficile avec un diagnostic qui met en jeu parfois le pronostic vital. Et c'est vrai qu'avec les projets de grec qu'il y a pu y avoir au cours des dernières années, ces sujets jeunes qui sont de plus en plus atteints par le cancer, de plus en plus de cancers du sujet jeune, mais fort heureusement, on guérit de mieux en mieux. Donc à partir du moment où on guérit de mieux en mieux, on va pouvoir se projeter sur une vie après le cancer. Et la vie après le cancer, c'est quoi ? C'est notamment le fait de pouvoir essayer d'avoir des enfants. De se dire, ok, je vais survivre, je veux avoir une vie la plus normale possible, Pour beaucoup d'entre nous, c'est se dire qu'on va avoir des enfants. Et idéalement, avoir des enfants en transmettant sa génétique. Parce que c'est là qu'il y a un des gros enjeux. En fait, à partir du moment où les traitements anticancéreux peuvent détruire les spermatozoïdes ou les ovules, si ces hommes et ces femmes sont stériles à l'issue du traitement, si on n'a pas mis des choses de côté, ils ne pourront pas avoir d'enfants naturellement, ils seront obligés, ou même par des techniques d'assistance à la procréation, et on sera obligé de leur dire, si vous voulez des enfants, il faudra passer par des alternatives. Ces alternatives, c'est quoi ? C'est soit l'adoption, donc projet totalement différent, soit le don de gamètes. Donc une femme qui produit plus d'ovules, on va lui proposer de faire ce qu'on appelle un don d'ovocytes. Un homme qui n'a plus de spermatozoïdes, on va lui proposer un don de spermatozoïdes. Alors c'est vrai que c'est un renoncement en quelque sorte, puisque c'est pas comme ça au départ qu'on conçoit sa famille, et dans l'idéal, même si c'est sans doute, il y a pas mal d'enjeux, de choses qui se trament autour de cette transmission génétique, parce que ok, on se dit, les gens disent souvent, mais si c'est pas de moi, c'est pas de mon sang. Même si la femme porte l'enfant, elle va dire, ça vient pas de ma génétique, c'est pas mes gènes, c'est pas moi. C'est pas complètement vrai, parce que déjà, quand on demande un petit peu ce que ces personnes-là voient dans la génétique, elles voient très souvent, le truc de base, c'est voir la ressemblance. En fait. Est-ce que mon enfant va me ressembler ? Il y a des enfants en génétique, de leurs deux parents, qui ne ressemblent ni au père ni à la mère. Il y a des frères et sœurs qui sont parfaitement génétiques, qui ne se ressemblent pas entre eux. Donc cette histoire de génétique, elle est sans doute construite un peu dans l'esprit de chacun, mais elle est sans doute très surfaite. Parce que de toute façon, une femme qui va accoucher de son enfant, dans toutes les cultures, dans toutes les religions du monde, la femme qui accouche, c'est la mère. C'est pas celle qui a donné éventuellement ses ovules pour obtenir la naissance. Mais c'est vrai que c'est quelque part un renoncement. On voit aussi souvent avec cette génétique l'histoire familiale, alors que l'histoire familiale, elle est racontée, elle est expliquée. Et puis beaucoup de ces hommes et de ces femmes se posent la question de qu'est-ce que je vais dire à cet enfant ? Est-ce qu'il faut d'ailleurs que je lui dise s'il est issu d'un don de gamètes ? Faut-il lui dire oui, non ? Bien sûr qu'il faut lui dire, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que ces secrets de famille qui sont très très lourds à porter risquent de tomber à un moment souvent inopportun, et ça peut mettre en péril les familles. Alors quand même, à partir du moment où c'est un renoncement, cette histoire de recours au don de gamètes, ça doit être une alternative, un backup, si jamais on n'a pas pu faire le maximum au préalable. Le maximum, c'est quoi ? C'est essayer dans la mesure du possible de congeler avant les traitements anticancéreux, dont on sait qu'ils vont être plus ou moins impactants sur la fertilité, de congeler des gamètes, congeler des spermatozoïdes ou congeler des ovules, ou du tissu ovarien germinal.
c'est des techniques qui existent depuis un certain nombre d'années. La congélation de sperme, ça a commencé dans les années 70, donc c'est relativement ancien. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes, c'est très facile à congeler. C'est assez résistant, c'est des cellules qui sont résistantes, qui supportent bien les descentes progressives en température et qui survivent globalement relativement bien à la décongélation et qui permettent, donc au début dans les années 70, les techniques de fécondation in vitro n'existaient pas, mais elles permettaient de faire des replacements de spermatozoïdes au fond de l'utérus dans des timings un peu optimum au moment où la femme ovule pour lui permettre d'avoir un enfant. Essayer en tout cas. Et puis après sont apparues des techniques de fécondation in vitro avec la première naissance en 1978 en Angleterre, première en 82 en France, à Clamart en l'occurrence. Et on a su que même avec une quantité pas forcément très importante de spermatozoïdes, on pouvait mettre à féconder les ovules de la femme qui était indemne de toute pathologie cancéreuse avec les spermatozoïdes de son conjoint qui les avait congelés des années avant. Et puis on était quand même pas encore très très performants, et on a fait aussi les hommes qui n'avaient que des très faibles quantités de spermatozoïdes. Pendant toutes ces années, au tout début, on ne les a pas congelés. On ne les a pas congelés parce qu'en fait, on n'avait pas de technique. Déjà, il n'y avait pas la FIV au départ, et après, même la FIV était relativement consommatrice en spermatozoïdes. Donc c'est des hommes qui faisaient des recueils de sperme avant les traitements anticancéreux, et pour qui on disait je suis désolé, il n'y en a pas assez, on ne pourra pas congeler. Il se trouve qu'en 92 est apparue une nouvelle technique qui s'appelle l'ICSI, c'est une fécondation in vitro spéciale où on peut prendre un seul spermatozoïde et féconder l'ovocyte avec. Donc maintenant, des gars qui même congèlent ont très très peu de spermatos, on peut leur congeler. On a été un peu traumatisés de tout ça, tous les médecins de la reproduction, parce que on a dit non à des hommes, on a balancé des spermatos qu'on n'a pas voulu congeler, alors qu'on aurait pu essayer de les congeler. Parce qu'on s'était dit, on n'a pas la technique aujourd'hui. Et on n'avait pas préparé les progrès qu'il allait pouvoir y avoir, qu'on mis finalement une dizaine d'années à arriver, mais qui auraient permis à ces hommes-là d'avoir des enfants avec leur propre génétique via l'ICSI et la fécondation in vitro de type ICSI. Ce truc-là est resté en nous parce qu'il est encore très vrai maintenant pour la préservation de la fertilité féminine. La préservation de la fertilité féminine, elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que contrairement à l'homme, il faut savoir qu'il produit des spermatozoïdes à partir de l'adolescence, dès qu'il est ado, à partir du moment de la puberté, jusqu'à la fin de ses jours, quasiment. Plus ou moins performants, les spermatos, plus ou moins performants pour faire un recueil de sperme aussi, avec les années, mais en tout cas, il en a la capacité. La femme, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. La femme, elle a des ovules, des ovocytes au sein de ses ovaires dès la naissance. Mais le système ne s'est pas activé, et c'est à partir de la puberté, quand elle commence à avoir des règles, qu'elle commence à produire des ovules matures. Mais elle ne produit chaque mois qu'un seul ovule, un seul ovocyte qui arrive à maturité. Arriver à maturité, ça veut dire avoir la capacité, si on le met avec un spermato, à pouvoir donner un embryon, et donc un bébé ultérieurement. Un seul tous les mois. Juste pour que vous sachiez, le pic du stock d'ovules qui est constitué à la naissance, qui n'évoluera plus, il est même constitué même avant la naissance, au 5e mois de vie in utero, la petite fille a 5 millions de ce qu'on appelle des follicules. Chaque follicule, c'est une petite poche d'eau qui contient un ovule, un ovocyte. Elle en a 5 millions dans ses ovaires. À la naissance, elle en a plus que 1 million. À la puberté, elle en a plus que 400 000. Et il n'y aura plus rien à la ménopause. Ok ? Avec ces 400 000, il faut qu'elle fasse toute sa vie reproductive en sachant qu'après 40 ans, la ménopause c'est à peu près 50 ans en moyenne, mais après 40 ans, on est déjà quasiment plus fertile. Donc en gros, entre 12-13 ans, âge de la puberté, et 40 ans, il faut avoir fait en 350-400 ovulations, à peu près tous les enfants qu'on veut avoir dans cette vie. En sachant qu'en général, on ne commence pas à 12 ans. Donc ça fait une fenêtre de temps très courte, finalement, et avec très peu d'ovocytes potentiels à congeler. Un gars qui fait un recueil de sperme, normalement, il est capable de balancer 2, 3, 10 millions, 20 millions, 100 millions de spermatozoïdes sur un recueil de sperme normal. Donc en un recueil de sperme, il a de quoi repeupler, si ça marche bien, la Terre entière. C'est pas du tout le cas de la femme.
Et en fait, c'est un gros enjeu parce que cet ovule mature que la femme produit tous les mois au moment de son ovulation, cet ovule mature, c'est la plus grosse cellule de l'organisme. Il n'y a pas de cellule plus grosse aujourd'hui qu'un ovule mature. C'est une cellule qui mesure 120 microns. Alors, 120 microns, vous allez dire, ça me paraît petit, mais par rapport à toutes les autres cellules de l'organisme, c'est très gros. Et cette cellule, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a un contenu liquidien qui est très important. Et en fait, pendant très longtemps, on a appliqué des techniques de congélation, qui étaient les mêmes qu'on appliquait chez l'homme, qui étaient des techniques de congélation où on descendait très lentement en température jusqu'à moins 196 degrés, c'est la température de l'azote liquide pour conserver. Cette descente en température, elle se faisait très progressivement, et le problème, c'est que le contenu liquidien qu'il pouvait y avoir dans ces cellules générait la formation de cristaux à l'intérieur, comme des glaçons. Et au moment de la décongélation, ces cristaux endommageaient le noyau de la cellule et donc empêchaient une bonne survie à la décongélation et la possibilité de féconder cet ovocyte. En 2008, 2008-2009, apparut une technique de congélation ultra rapide qui s'appelle la vitrification, où on plonge directement l'ovocyte dans un bain hyper froid, et avec des cryoprotectants, et on va être capable de congeler et de décongeler parfaitement cet ovocyte. Donc en fait, c'est une vraie révolution, et c'est là qu'émerge vraiment la préservation de la fertilité féminine, parce que jusqu'à avant 2008-2009, on ne savait pas vraiment congeler les ovocytes. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut les congeler qu'un par un. Si on attend tous les mois que la femme en produise un, ça fait un par un au milieu du cycle, c'est pas n'importe quand, comme le mec qu'on peut prendre du jour au lendemain. Alors il a fallu mettre en place des techniques pour ça, pour essayer de faire un peu mieux que ça. Et donc on a plusieurs techniques de préservation de la fertilité féminine aujourd'hui qui sont disponibles, je vais vous en parler. Ces techniques, elles sont proposées, elles ont largement dépassé le cadre du cancer. Pour ceux qui sont un peu au fait des modifications récentes des voies bioéthiques, il faut savoir que les femmes, maintenant, peuvent, entre 29 et 37 ans, congeler des ovocytes, même si elles n'ont pas de problème de santé, juste pour pouvoir éventuellement repousser l'âge de la maternité. Une femme qui n'a pas envie d'avoir de gamin à 32 ans, qui n'a pas trouvé forcément le mec avec qui les faire, se dit, bon voilà, ok, ça ne va pas se faire tout de suite. Je sais que si je m'y mets à 37, 38 ans et que j'en veux 2 ou 3, ça va me faire une fenêtre de temps très courte parce qu'à 40 ans, je serai quasiment plus fertile. Et donc, plutôt qu'on me dise, eh bien, tu auras recours à du don d'ovocytes si tu ne produis plus d'ovocytes parce que la médecine ne saura pas t'aider avec tes ovocytes de 40 ans, eh bien, je vais les congeler à 32 ans, comme ça, au moins, je me donnerai un maximum de chance. Je me donnerai un maximum de chance, mais je ne me donnerai pas des garanties. Et ça, c'est hyper important, parce que le terme de préservation de la fertilité aujourd'hui, tel qu'il est utilisé, est hyper positif. On se dit, je préserve ma fertilité, je suis hyper détendu, c'est bon, c'est gagné, j'aurai au minimum un gamin. C'est hyper étonnant qu'on ait utilisé ce terme-là, parce que chez l'homme, je vous ai dit, les congélations de sperme, c'est les années 70, on n'a jamais dit, vous allez préserver votre fertilité, on a dit, vous allez congeler du sperme. Okay. C'est la réalité, ça marchera pas, c'est plutôt à viser positif, mais c'est pas hyper positif. Ce qui me pose problème dans cette préservation de la fertilité, c'est qu'aujourd'hui, les femmes y voient quelque chose de très positif. C'est important, notamment dans le cas du cancer, de donner un message positif sur le futur. Mais ça va passer par des techniques d'assistance à la procréation qui ne sont pas d'une performance incroyable aujourd'hui. Les taux de succès de la FIV, en moyenne, il faut savoir, pour les couples infertiles, ça n'a rien à voir avec ces femmes qui congèlent des ovocytes qui sont présumés fertiles. C'est des femmes qui n'ont pas forcément essayé d'avoir d'enfants encore. Les taux de succès de la FIV, c'est 30 à 40%. Il y a un couple sur 2 qui repart avec un enfant seulement. Donc c'est pas hyper performant. Donc quand on congèle des ovocytes, même si on peut se dire la femme est jeune, on en aura plusieurs, ce sera peut-être un peu meilleur que ça, pas toutes les femmes qui viendront réutiliser ce qu'elles ont congelé pourront avoir des enfants. Donc ce terme de préservation de la fertilité, on essaye de préserver la fertilité, on espère préserver leur fertilité, elles espèrent préserver leur fertilité, mais malheureusement c'est pas une garantie. Et peut-être que malgré tous les efforts qui ont été faits, alors c'est important de se dire qu'on a fait le maximum, mais peut-être
qu'un certain nombre non négligeable d'entre elles devront avoir recours aux projets alternatifs dont je parlais tout à l'heure, dont Novocytes ou Adoption. Donc, important le message positif, mais important aussi de dire que ce n'est pas une garantie et qu'il y a quand même des backups derrière et qu'on n'arrive pas à s'affranchir aujourd'hui avec cette congélation de tous les backups. Heureusement qu'ils existent, c'est vrai, mais ce ne sera pas une certitude d'éviter le non-Novocytes ou l'adoption. Alors, dans les techniques qu'on a aujourd'hui, il faut savoir qu'on va les adapter, on va essayer d'adapter à la toxicité potentielle des traitements. Contrairement à l'homme, la femme, je vous ai dit qu'elle n'arrêtait pas de perdre son stock d'ovules. Donc même si on prend l'exemple d'une femme avec un cancer du sein, qui a 35 ans, on va lui dire de toute façon que pendant 3 ans, elle ne pourra pas être enceinte, quoi qu'il arrive. Ok, c'est un délai, un peu de précaution. Et contrairement à un homme à qui on aurait dit la même chose pour un autre type de cancer, pendant 2-3 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant. Pendant 2-3 ans, il ne se passe rien. Il va subir les dégâts de la chimiothérapie, mais il n'y aura pas d'autre chose. La femme, elle va subir les éventuels dégâts de ces traitements complémentaires, mais elle va aussi subir son déclin naturel. C'est-à-dire qu'il y a un effet pendant les 3 ans, même si on ne lui donne pas de chimio dans son cancer du sein, l'interdiction de tomber enceinte, pendant les 3 ans, ces 3 ans la font passer de 35 à 38 ans, et de 35 à 38 ans, la fertilité naturelle, elle chute. Donc en soi, même s'il n'y a pas de nécessité de traitements chimiothérapeutiques qui vont eux-mêmes rajouter un risque d'infertilité, sans doute le risque majeur, le naturel aussi, la période de temps, la mise en différé du projet de grossesse va aussi potentiellement altérer la fertilité. Alors, la baisse de fertilité, par exemple à 29 ans, entre 29 et 32 ans, la baisse physiologique, elle est très faible. Par contre, à 35, 36, 37 ans, les 3 ans qu'il va pouvoir y avoir, ils vont avoir un impact relativement important. Donc ça veut dire que ces femmes-là peuvent être des candidates à congeler des ovocytes, même s'il n'y a pas forcément de chimiothérapie. Ce n'est pas la chimiothérapie qui doit guider, qui doit dire il faut absolument congeler des ovocytes. De toute façon, il n'y a jamais de il faut. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Autant si on ne se traite pas pour son cancer, on a un risque de mourir, autant si on ne congèle pas, bon, ok, peut-être qu'on n'aura pas d'enfants avec ses propres ovocytes, mais on a des alternatives si on veut des enfants. Si on veut des enfants, il y en a qui ne veulent pas d'enfants de toute façon. Il n'y a aucune obligation là-dedans. C'est un soin complémentaire qui n'est pas indispensable, qui n'est pas vital, mais qui permet à ces femmes de se projeter dans un futur avec la possibilité d'avoir un enfant. Mais c'est hyper important que ces femmes-là et ces hommes-là puissent avoir une information avant de démarrer leur traitement sur tout ce que je suis en train de vous dire, le risque d'infertilité, le fait que qu'il puisse y avoir des techniques qui peuvent leur permettre éventuellement d'optimiser leurs chances d'avoir un enfant dans le futur, dans l'après-cancer, mais pour le coup, il n'y a aucune obligation. L'obligation, elle est d'informer. Donc, l'oncologue qui les voit, on va leur dire « Ok, moi j'y connais rien là-dedans, il y a des gens qui sont spécialisés, vous pouvez aller les voir. Si elle ne veut pas aller les voir, ou l'homme ne veut pas aller les voir, ça s'arrête là. Si la femme veut des informations, on lui donne les informations, et là, de deux choses l'une, soit elle ne veut pas faire, et on ne fait pas, soit on ne peut pas faire malgré le fait qu'elle veuille faire, parce que des fois on ne peut pas faire, je pourrais dire ça après, et dans ce cas on ne fait pas, soit tout le monde, on peut faire et elle veut faire et on fait. Quand est-ce qu'on ne peut pas faire? Encore une fois, j'en reviens à l'âge et aux inégalités hommes-femmes. Malheureusement, il y en a encore beaucoup et il y en a d'un point de vue reproductif et celles-là, on n'est pas prête de les gommer. Autant on peut essayer de gommer au maximum celles de la société, autant celles physiologiques de la reproduction, on ne peut pas les gommer. Et une femme à 40 ans, je vous l'ai dit, est quasiment plus fertile. Et les techniques d'assistance médicale à la procréation sont très peu performantes parce que les ovules avec lesquels on travaille sont trop altérés. Il faut savoir qu'à 40 ans, 90% des ovules produits par une femme sont ce qu'on appelle aneuploïdes avec un nombre anormal de chromosomes. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas, ou qu'il y a une augmentation du risque de fausse couche, ou de trisomie 21 et des choses comme ça. Donc en gros, la préservation de la fertilité, elle n'est pas proposée aux femmes après 40 ans, à cause des taux de succès trop faibles. On veut bien leur donner de l'espoir, on sait que ce n'est pas des garanties, mais on ne peut pas leur filer des traitements hormonaux relativement lourds, dont je vais vous parler après, pour quelque chose qui n'a aucune chance de fonctionner. Ce n'est pas le but. Okay. Alors ça peut paraître dur de dire à 40 ans ça s'arrête, mais encore une fois c'est pour elle. Il y a des pays ça s'arrête à 38 ans.
à cause de ces résultats trop faibles. Donc c'est important que vous ayez ça en tête, toujours, qu'il y a cette problématique d'âge qui est en permanence présente. Le deuxième élément qui va driver le fait qu'on puisse faire ou pas, c'est la fonction ovarienne de la femme. On a des tests qui s'appellent des tests de réserve ovarienne. On va essayer d'évaluer un peu les ovaires. Pas la qualité des ovules. Je vous ai dit, la qualité des ovules, c'est grosso modo l'âge. Mais la quantité, elle est importante. Je vous ai dit, une femme, elle produit tous les mois qu'un seul ovule mature. Un seul ovule mature, il faut savoir qu'un ovule mature congelé, c'est 3 à 5% de chance d'avoir un enfant. Donc si elle doit commencer sa chimio 15 jours après, on va avoir le temps d'en prendre un et c'est des chances trop faibles. Donc en fait, on va essayer de stimuler les ovaires de ces femmes, comme des femmes infertiles qui font des fécondations in vitro. On va booster le système pour faire en sorte qu'elles produisent un maximum d'ovules qui arrivent à maturité. Un maximum d'ovules, c'est quoi? C'est 5, 10, 12, 20, en fonction de comment sont les ovaires de base. Si les ovaires sont relativement pauvres, on a peu de chances de pouvoir en congeler beaucoup. Si les ovaires sont relativement riches, ça permettra d'en congeler peut-être 10-15. Et je vous ai dit 3 à 5% en moyenne par ovocyte congelé. En général, on ne peut pas faire, quand il y a de la chimio, on ne peut pas faire plusieurs rounds de stimulation. Donc en général, c'est un one-shot. Contrairement aux femmes qui veulent congeler des ovocytes en dehors du cancer, je vous l'ai dit, 29-37 ans, même sans motif médical, on peut faire 2-3 cycles et stocker même 30-40 ovocytes si on veut. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est dans le rush et qu'on doit mettre en place les traitements anticancéreux derrière. Les traitements de stimulation, c'est des injections tous les jours pendant 10-12 jours avec 2-3 contrôles de prise de sang et d'écho pour vérifier que ça évolue bien. Et à la fin, il y a une ponction bloc-opératoire. On prélève les ovocytes par les voies naturelles, donc on va récupérer les ovules par les voies naturelles avec une aiguille qu'on met à travers le vagin qui rentre dans les ovaires et on aspire les ovules pour que ceux qui sont effectivement bien matures puissent être congelés. Le nombre d'ovocytes récupérés, la capacité de réponse à la stimulation, elle est prédite par les marqueurs de réserve ovarienne dont je vous ai parlé. Ce n'est pas des marqueurs de fertilité. Une femme qui fait des tests au départ, même s'ils sont faibles, même si on lui dit je suis désolé madame, vous avez de quoi produire 2 ovocytes par stimulation, c'est peut-être pas la peine de vous faire rentrer dans un process comme ça, parce que ça va être trop lourd pour trop peu de bénéfices, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fertile. Il n'y a pas de lien. C'est purement quantitatif. Donc on est capable de discriminer les potentielles bonnes candidates à la congélation des mauvaises candidates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si normalement plus on avance en âge, moins on est en capacité de produire des ovules, on a de temps en temps des femmes de 28, 29, 30 ans qui ont très peu d'ovules dans les ovaires. Et celles-là, ce n'est pas forcément des candidates optimales à la congélation, indépendamment de la qualité de ces ovules, juste parce qu'elles ne seront pas capables de faire le chiffre qui est important dans cette démarche. Cette stimulation, elle dure 10 à 12 jours, elle fait monter les taux d'hormones, des oestrogènes dans le sang, et ça peut être problématique dans un certain nombre de maladies, type cancer du sein. On sait que c'est des maladies qui dépendent des hormones, notamment des oestrogènes, et on peut faire monter les taux d'oestrogènes. Donc on a eu des oncologues qui ont eu très très peur pendant des années, et ne nous laissaient pas stimuler ces femmes-là, parce qu'ils nous disaient, vous allez faire flamber le cancer, elles vont avoir des métastases, ça va être une catastrophe. On sait maintenant que c'est plus un problème. C'est plus un problème. Le vrai problème maintenant, c'est le temps. Donc, est-ce qu'on a 15 jours avant une chimiothérapie? Dans le cancer du sein, normalement, oui. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. À condition qu'elle nous soit envoyée suffisamment tôt. Si l'oncologue n'a pas la démarche de se dire, dès le diagnostic chez une femme de moins de 40, je dois lui proposer, elle fait ou elle ne fait pas, mais je dois lui proposer, s'il lui propose vite, le temps que se mettent en place les bilans d'extension, la pose du porte-à-4, de la chambre implantable, tous ces trucs-là, on a largement le temps de faire. On a presque le temps de le faire 2 fois. Par contre, si on nous les envoie la veille de la chimiothérapie en nous disant « merde, j'ai oublié » ou « je savais plus » ou « j'ai pas pensé », et si moi, idéalement, j'ai besoin de 15 jours pour stimuler ta patiente, on va dire « ah bah non, 15 jours, il faut que je commence demain ou après-demain ou dans 2 jours, ça va pas ». Mais en général, c'est parce que lui, il a merdé parce qu'il ne nous l'a pas envoyé assez tôt. Ça, c'est pour le cancer du sein. Et il y a des maladies pour lesquelles on n'a pas le temps. Genre une leucémie, genre d'autres types de cancers où le traitement il est vraiment urgent. Là, dans ce cas-là, on n'a pas le temps de stimuler. Et là, on a 2 options.
La première, c'est de prélever des ovocytes sans stimulation et de les faire mûrir au laboratoire. Ça s'appelle la maturation in vitro. On fait maturer les ovocytes au laboratoire. Ça marche pas très bien. On arrive à avoir quelques ovocytes matures à la fin, mais globalement, la compétence, la capacité de ces ovocytes à pouvoir donner un embryo ou une grossesse, elle est moins bonne que quand ça a été prélevé après stimulation. L'autre possibilité, c'est de prélever un ovaire, enlever un morceau d'ovaire ou un ovaire entier. Et là, en fait, on va travailler avec des ovules qui sont très très immatures, le stock. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre l'ovaire en petites pièces. On fait des petits carrés de la surface de l'ovaire. Ça fait, c'est tout fin. Ça se prélève par une technique de célioscopie. En fait, on met une caméra au niveau du nombril. On fait 2 petits trous de chaque côté, un peu comme l'appendicite, d'1 centimètre. Et on va retirer soit un ovaire entier, soit une petite partie d'un ovaire. Et on va découper la partie superficielle de l'ovaire qui contient le stock d'ovules. Et l'objectif, ce sera, une fois qu'on aura congelé tout ça, si la femme est ménopausée par son traitement, on va pouvoir lui regreffer cet ovaire. On va pouvoir lui regreffer ces petits fragments. On replace ces fragments, on le remet dans le ventre idéalement, et en fait l'ovaire va repartir, à minima. Il va être capable de réinduire des ovulations, et la femme pourra éventuellement avoir des grossesses naturelles ou médicalement assistées. Donc ça marche à peu près dans 30% des cas, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ça permet d'avoir déjà une reprise de fonction ovarienne. Si on dépasse le cadre du cancer, on pourrait très bien se dire que, en fait, aujourd'hui, toutes les femmes, c'est des organes pairs, des organes on a le deuxième en backup, il n'est pas indispensable. On vit très bien avec un ovaire, on n'est pas ménopausé plus tôt, on n'est pas moins fertile, on ne marche pas sur le côté parce qu'on penche d'un côté. C'est pareil qu'un mec qui se fait enlever un testicule. Un testicule, on peut vivre avec un seul, on peut vivre avec un poumon, on peut vivre avec un seul rein. On a des backups comme ça. On pourrait très bien se dire que toutes les femmes se disent, bon voilà, moi je me fais enlever un ovaire parce que quand je serai ménopausée à 50 ans, je pourrais me faire regreffer l'ovaire pour continuer à pouvoir ne pas être ménopausée, ne pas avoir tous les aléas de la ménopause, éventuellement de pouvoir avoir des enfants jusqu'à 60, 65, 70. Là, c'est les projections, l'utilisation et les dérives de ces techniques de préservation de la fertilité. Donc ça peut aller très loin, il faudra encadrer tout ça. Mais en tout cas, ça peut dépasser largement le cadre du cancer. Il y a des femmes chez qui on ne peut pas regreffer dans le ventre parce que les chirurgies, parce que les traitements ont été trop lourds. Et on peut être amené à leur regreffer à d'autres endroits. Il y a des femmes qui ont été regreffées au niveau de l'avant-bras. On greffe ici, on greffe au niveau de l'avant-bras. Et on voit tous les mois, la femme, quand il y a une reprise de fonction ovarienne, elle a son ovule, son follicule dominant, là, et on a une petite voussure au niveau de l'avant-bras de la femme qui va ovuler, qu'on voit. Alors, bien sûr que cette femme-là ne pourra pas être enceinte naturellement, enfin j'espère que vous comprenez, je l'expliquerai à la fin. Mais en fait, il faut lui prélever, il faut mettre une petite aiguille, c'est hyper simple, hein. On va récupérer l'ovule, il est juste sous la peau, on aspire le liquide, on récupère l'ovule et on peut le mettre à féconder. Donc ça va hyper loin, ça peut aller hyper loin. Et du coup, cette technique, elle est aujourd'hui plutôt proposée soit quand on n'a pas le temps, parce qu'idéalement quand même il faut stimuler les femmes, c'est ce qui marche le mieux, soit quand la chimiothérapie a déjà commencé. Une fois qu'une chimiothérapie a commencé, quand elle vient juste d'être administrée, on ne peut plus congeler d'ovocytes. On ne peut congeler que du tissu ovarien, parce que les ovules sont déjà altérés dès la première chimiothérapie et sont à risque de donner des malformations. Si on ne veut pas que ces ovules donnent des malformations, il faut attendre 6 mois après la chimiothérapie, mais on arrive après la bataille, les dégâts sont déjà faits, donc c'est trop tard. Donc s'il y a une chimio hyper urgente, commence la chimio, éventuellement même, on fait une première ligne de chimio, et entre 2 chimios, on enlève du tissu ovarien pour le congeler. Donc ça, c'est les techniques qui sont aujourd'hui possibles et proposées en routine pour les jeunes femmes qui ont des cancers, mais même au-delà de ce cancer, pour leur permettre de se projeter dans un futur et de leur donner la chance d'espérer le fait d'avoir un enfant avec leur génétique ultérieurement. Juste avant de finir et de vous laisser poser des questions si vous en avez, il y a la problématique de l'utérus et de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est sans doute ce qu'il y a de plus toxique pour les ovaires, mais aussi l'utérus. Quand on a une radiothérapie au niveau des ovaires, ça détruit
ça ménopause quasiment toutes les femmes. Le problème, c'est qu'une radiothérapie, dès qu'elle atteint la région pelvienne, elle touche aussi l'utérus. Et que l'utérus, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le congeler, on ne sait pas faire. Et que quand l'utérus est un peu cramé par la chimiothérapie, même si on a mis des ovocytes de côté, même si on a mis du tissu ovarien de côté, l'utérus ne sera pas compétent pour pouvoir implanter un embryon et lui permettre de se développer. Et du coup, c'est un vrai enjeu. Alors, soit on a recours dans ce cas-là à la gestation pour autrui, les mères porteuses, la GPA, qui est interdite en France. Il faut essayer de le faire à l'étranger, c'est hyper compliqué, problème de reconnaissance des enfants. Soit, sans doute dans quelques années, dans le futur, la greffe d'utérus qui sera possible, qui commence à se faire pour des femmes qui n'ont pas des tissus irradiés, qui sont des femmes qui naissent sans utérus de manière génétique, donc pour des tissus parfaitement sains, mais on peut leur greffer un utérus, soit un utérus de donneuse en général dans la famille, soit il y a des prélèvements qui peuvent se faire sur cadavre aussi, comme on donne un rein, on donne je ne sais quoi, on peut donner un utérus aussi. Ça commence à se faire, il commence à y avoir quelques naissances dans le monde. Pour l'instant, ça n'a pas été testé dans le cas du cancer, mais c'est la prochaine étape. On a un peu peur parce que c'est des chirurgies lourdes, et il faut que les tissus soient sains idéalement. Et des tissus qui ont été irradiés ne sont pas des tissus sains. On a peur que les greffons ne soient pas assez bien vascularisés et ne permettent pas de mettre en place une grossesse. Mais en tout cas, il y a des possibilités. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec les évolutions de ce qu'il va y avoir. Les évolutions de ce qu'il va y avoir, c'est sans doute qu'on saura faire cette greffe d'utérus dans quelques années, on aura une alternative. Donc dire je ne congèle pas des ovules à une femme qui va avoir une radiothérapie, il ne faut pas le faire, surtout si elle est jeune. Si on a une femme de 20 ans qui a 20 ans de progrès médicaux devant elle derrière, il ne faut pas lui dire qu'on ne congèle pas. Et c'est le truc qui avait été fait à l'époque avant que l'ICSI arrive. On en revient à ça. Oui, ils ne congelaient pas le sperme parce qu'ils n'avaient pas la technique au jour d'aujourd'hui. Sauf que il faut se projeter dans ce qu'on va pouvoir avoir derrière et les avancées qu'il va pouvoir y avoir. De la même manière, quand on prélève du tissu ovarien, quand on congèle de l'ovaire, il y a des maladies qui sont métastatiques à l'ovaire, notamment la leucémie. Donc si je prélève dans un contexte de leucémie, je sais que j'ai des cellules cancéreuses dans l'ovaire. Donc si je regreffe cet ovaire une fois que la patiente a guéri, je peux réintroduire de la maladie. Mais il y a des techniques qui sont en train d'être mises en place pour essayer d'éviter la greffe, ou des techniques pour essayer de détecter les micrométastases, pour essayer de replacer que les fragments sains. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une indication à ne pas faire. Ce n'est pas parce que la technique n'existe pas aujourd'hui qu'il ne faut pas faire. Alors bien sûr que si on estime que c'est à 10 ans de progrès médicaux, si c'est une femme qui a déjà 39 ans, on ne va peut-être pas lui proposer parce que ce sera un peu tard. Mais par contre, on peut être amené à congeler du tissu ovarien chez des petites filles de 3 mois, 4 mois, enfin ça commence très très tôt. Ça commence très très tôt, parce qu'on sait qu'on a 30, 40 ans devant nous derrière de progrès pour cette femme. Donc moi, je peux me dire, ok, je verrai pas ces progrès-là, mais en tout cas, j'aurais permis sans doute d'avoir accès à des techniques qui n'existaient pas au moment où j'ai prélevé, mais qui apparaîtront un peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je vous ai achevé? Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Vous avez dit que généralement, la préservation d'ovocytes se font avant les chimiothérapies. Est-ce qu'il est possible de faire une préservation après chimiothérapie à quelques années d'intervalle? Alors, une fois qu'on a passé les 6 mois de dégâts potentiels sur les ovocytes et qu'on laisse apparaître les nouveaux qui rentrent dans la maturation, on peut le faire, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, les dégâts ont déjà été faits sur la quantité. Et donc, on va en congeler très peu. Et c'est ce que je vous disais, ça ne se renouvelle pas, le stock d'ovules. Donc même les ovules qu'on va congeler seront issus d'ovules qui étaient très immatures, mais qui étaient présents au moment où il y a eu la chimiothérapie. Donc on sait par exemple que les femmes qui n'ont pas congelé, qui font des enfants post-chimiothérapie, des années après, les survivantes du cancer, ont plus de fausses couches que des femmes. Pourquoi ? Parce que ces ovules-là, même s'ils ont résisté, même si c'est des méga warriors qui ont réussi à arriver jusque-là, eh ben quand même, il y a un peu de dégâts. Et là, c'est la même chose. Donc non seulement on va en congeler pas beaucoup parce que quantitativement, il y aura déjà eu les dégâts de la chimiothérapie, mais quantitativement,
même s'ils ne sont pas à risque de donner des malformations, des trucs comme ça, contrairement à l'ovule qui est prélevé juste après une chimio. Si on est des années après, il n'y a pas de problème. Mais ils auront quand même été un petit peu altérés et donc seront sans doute à moindre chance de pouvoir donner un enfant au final. Donc c'est pas l'idéal. Dans l'idéal, il faut le faire avant. Dans l'idéal de l'idéal. Après, on s'adapte. Qui veut dire que s'il y a un projet d'enfant après, il faudra le faire de façon naturelle ou passer par un projet de PMA? De toute façon, il faut toujours essayer naturel, sauf si on sait que ça ne peut pas marcher. Si on sait que la femme s'est fait enlever les ovaires ou n'a plus d'ovaires fonctionnels, bon ben voilà, parce qu'elle est ménopausée par son traitement, c'est pas la peine de lui dire d'essayer naturellement. Si elle est avec un mec, c'est elle qui a eu un cancer, mais elle est avec un mec qui n'a pas de spermato, c'est peut-être pas la peine qu'elle essaye naturellement non plus. Donc en fait, on fait quelques tests avant, dès qu'il y a le projet, et puis on voit. Il faut toujours laisser sa chance au naturel. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des cancers, qui arrivent à avoir des enfants naturellement. Si ça marche pas, on a le backup de ce qu'on a congelé éventuellement. Si ça marche pas encore, on a les projets alternatifs, don de gamètes, adoption. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que le process de stimulation impacte la qualité des ovocytes prélevés? Non, aucun effet. En fait, on ne fait que... C'est comme quand on fait de la fécondation in vitro. En fait, tous les mois, la femme, elle a un stock, ok? Un stock qui est de plein de petits follicules, plein de petits ovules très immatures dans ses ovaires, qu'on a tout le temps. Ils sont libérés très progressivement. Tous les jours, il y en a un peu qui sont libérés. Et tous les mois, en début de cycle, il y en a un certain nombre qui ont réussi à arriver. Il y a déjà eu un gros écrémage avant. Il faut savoir que 99% des ovules, leur destinée, c'est d'être détruite. Donc il y a déjà des premiers warriors qui arrivent, qui ont péniblement réussi à arriver en début de mois, qui sont déjà un peu plus gros, un peu plus matures, mais pas complètement matures, ils ne peuvent pas donner un embryon, qui rentrent dans une compétition. Cette compétition, c'est les tests de réserve ovarienne dont je parlais tout à l'heure. En fait, on compte les follicules dans la compétition tous les mois. Plus il y en a, plus on estime que le stock est important. Donc à 25 ans, on est censé avoir, 30 follicules dans la compétition tous les mois. À 40 ans, on en a, 10 ou 5. Mais tous les ans, tant qu'on a des règles, on en sélectionne un seul parmi ceux qui sont dans la compétition. Tous les autres sont détruits. Ça veut dire qu'à 20 ans, une femme qui va parfaitement bien, qui a 40 follicules dans ses ovaires, elle va tous les mois en sélectionner un et en gâcher 39. Okay ? Le but de la stimulation ovarienne, c'est d'empêcher la destruction d'une partie de ces 39. S'il y en a 10 dans la compétition, au lieu d'avoir 9 détruits, on va essayer d'en avoir un peu moins de détruits. Et en fait, on ne tape pas du tout dans le stock. Et on ne touche pas à la qualité. Leur qualité, alors, soit on se dit que les choses étaient bien faites et c'est celui qui a été sélectionné naturellement qui était censé être l'élu, le bon. Mais il se trouve qu'on sait de la fécondation in vitro qu'on a des enfants qui sont issus de ces ovocytes qui ont été de rescue, en fait, qu'on a sauvés à coup de stimulation ovarienne. Donc ça n'impacte pas la qualité. Par contre, ils ne sont pas tous bons. Ça, on le sait aussi. Ce n'est pas parce qu'on a 10 ovocytes prélevés, même sans congélation, chez une femme qui fait une FIV, qu'il y aura 10 bébés. Il n'y aura pas 10 embryons, d'ailleurs. Donc il y a un phénomène d'entonnoir. On en perd à tous les stades. Mais on n'altère pas la qualité. La stimulation n'altère pas la qualité et la stimulation ne donne pas de cancer et n'augmente pas le risque de dissémination à distance. Ça, c'est très, très, très clair. Deuxième question, vous avez parlé de la chimiothérapie, la radiothérapie, et dans le cas d'avoir une hormonothérapie en plus, est-ce que ça joue aussi sur la qualité de la réserve qui reste Ça joue pas. Les dégâts directs des traitements, c'est la chimiothérapie. Et la radiothérapie, si elle n'est pas sur les ovaires, si c'est un sein, il n'y a pas d'effet. Si c'est pour un ovaire ou pour un côlon ou un rectum, il y a un effet sur les ovaires. L'hormonothérapie, elle n'impacte pas. En revanche, l'hormonothérapie, elle interdit d'être enceinte. Donc pendant la prise d'hormonothérapie, 2, 3, 5, 10 ans, j'en sais rien, on a le déclin naturel qui se fait. Donc elle n'est pas responsable d'une altération des ovules, mais la mise en différé du projet de grossesse à cause de cette hormono, parce qu'elle donne des syndromes malformatifs, va indirectement impacter
C'est le temps, elle va faire que le temps va faire les dégâts. Donc une femme qui a juste de l'hormonothérapie est une candidate à congeler. Alors, surtout si elle est après 35 ans. Merci. C'est quoi ? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'avais une question. On sait que c'est souvent long pour entamer un parcours PMA de base. Est-ce que si on a fait une préservation de la fertilité, qu'on souhaite avoir un enfant et qu'on voit que ça ne vient pas, est-ce qu'on va être, entre guillemets, prioritaire ou est-ce qu'il faudra attendre quand même, refaire plein d'examens, etc. Alors, il faut... Le parcours long, alors je ne sais pas ce que vous entendez par long, c'est pas hyper long normalement quand même. C'est très long pour congeler des ovules quand on n'a pas de problème de santé. Ça oui, là il y a des files d'attente. Pour de l'infertilité, il n'y a pas vraiment de files d'attente. Et de toute façon, quand on est dans un contexte de maladie, il y a encore moins de files d'attente. Il y a des shortcuts, de toute façon, on ne fera jamais attendre. Une patiente qui a un cancer, qui doit congeler les ovocytes, elle est vue dans les 24-48 heures. Donc nous, on s'est engagé à ce que ce soit comme ça, et c'est comme ça partout en France quasiment. Après, pour la réutilisation, de toute façon, il faut des examens. Donc il y a besoin d'un bilan minimum, mais on va dire que ça met quoi ? 2-3 cycles grand max pour compléter tout le bilan. Donc à partir du moment où il y a la première consultation pour réutilisation et la réutilisation effective, il se passe quoi ? 3 mois à tout casser. Sauf si on dit au couple d'essayer un peu naturellement. On peut leur dire essayez pendant 6 mois, on fait les tests, on voit qu'il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de choses rédhibitoires, essayez un peu, si ça ne marche pas, on utilisera, mais il n'y a pas vraiment de délai. Le seul délai, c'est le timing, c'est-à-dire qu'une femme en France n'a plus le droit de réutiliser après 45 ans. Ça, c'est interdit. Donc dans ce cas-là, il faut les envoyer à l'étranger pour qu'elles puissent aller gagner quelques années. En Espagne, ils vont jusqu'à 50 ans. Pas forcément une bonne idée, mais voilà. Et elle ne peut pas utiliser non plus si son mec a plus de 60 ans. Même si elle est avant 45 ans. Donc il faut faire des enfants avec des hommes jeunes. Quand on a fait une préservation, est-ce qu'au moment de réutiliser tout ça, est-ce que là, il faut refaire aussi une stimulation hormonale ou pas ? Non, c'est juste de la préparation de l'utérus. En fait, s'il y a des cycles naturels, on peut même se laisser le cycle se faire et essayer de replacer quelques jours après l'ovulation. Non, il y a vraiment... Et quand bien même la femme serait ménopausée par le traitement, on peut mettre un tout petit peu d'hormones pour préparer l'utérus qui ne sont pas délétères non plus. Il n'y a pas de risque de récidive. Et la grossesse en elle-même n'est pas un risque de récidive. De toute façon... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant des années à tous les oncologues, c'est qu'il fallait arrêter de se stresser avec un petit peu d'hormones pour 15 jours. Si c'est en prévision d'une grossesse dont on sait qu'elle est safe, alors que c'est une déferlante hormonale pendant 9 mois. Pendant 9 mois, on atteint 100 fois, 200 fois les taux physiologiques hormonaux. Les traitements qu'on va donner, même à base d'hormones naturelles, vont arriver à 10 fois la normale. Il ne pouvait pas me dire que ça les stressait d'arriver à monter à 10 fois la normale pendant 5 ou 10 jours, alors que pendant 9 mois, on va être à 100 à 200 fois la normale. Donc il faut être cohérent à un moment. Donc je veux bien qu'il y ait une crainte des hormones, mais aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Bonjour, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, donc la question a peut-être été tombée à côté. Qui doit parler en premier de cette préservation de la fertilité ? Parce que typiquement, donc moi je suis responsable de mon réseau cancer colorectal, je me rends compte qu'on en parle à très peu de femmes, même largement en dessous des 40 ans, et quasiment, voire jamais aux hommes. On leur pose même pas la question de savoir s'ils ont déjà des enfants. Donc ça pourrait être un concept. Ah, t'as pas d'enfant, peut-être tu vas en avoir envie un jour, donc on va peut-être parler de tout ça. En fait, à la limite, même indépendamment du nombre d'enfants, parce que si un homme ou une femme veut en avoir 10 alors qu'il en a que 6, ou elle en a que 6, c'est libre, c'est son choix. Nous, on n'a pas interféré là-dedans. Donc de toute façon, aujourd'hui, et c'est opposable, déjà dans pas mal de pays, il y a des procès pour défaut d'information. Ça va arriver en France, il y en a quelques-unes qui ont commencé un peu. Les premiers intervenants, en général, c'est les oncologues, dès le diagnostic posé. Et à la limite, même si la femme a plus de 40 ans, on n'est pas... Le but, c'est pas d'aller lui dire tu vas aller faire de la préservation de la fertilité. On peut dire tu veux une information, vas-y, tu fais ce que tu veux. Le rôle, il est simple. On va pas demander aux oncologues de se substituer à nous. En l'occurrence, on est là pour leur décharger ce travail. Donc il y a juste une phrase à dire. Est-ce que
tu projettes éventuellement d'avoir des enfants ou est-ce que ça peut te poser la question parce que les traitements vont pouvoir impacter la fertilité? Si oui, tu peux aller voir quelqu'un qui va éventuellement te proposer des choses. Point barre. Je prends, j'y vais, je prends pas, ça s'arrête là, c'est terminé. Et après, si la personne y va, bah, on fait ou on fait pas en fonction de la faisabilité, etc. Mais il faut juste donner, il y a une possibilité d'avoir une information et c'est tout, ça s'arrête là. Après, ça va hyper vite, ça va hyper vite. Mais c'est vrai que c'est les oncos qui les voient en premier. Mais pas que. Après, ça peut être l'infirmière d'accueil, ça peut être n'importe quel intervenant dans le parcours de soins, mais dans les premières étapes. Ah, mais le problème, c'est que c'est souvent trop tard, quoi. Le patient n'est pas, la patiente n'est pas au courant, et au moment où ils s'en rendent compte, bah, c'est trop tard, quoi. Je sais bien, mais ça, c'est le problème, c'est comment on peut faire pour que ce soit fait avant. C'est de l'information des oncos, après. Il n'y a pas une reco, justement, par rapport au parcours, à l'annonce, à la consultation d'annonce, tout ça, en disant, il y a une reco, il faut absolument que tu parles de fertilité. Il y en a plein. Elles y sont. Aujourd'hui, elles y sont. Et on a même demandé à ce que soit mis, parce qu'ils nous disaient qu'ils oubliaient tout à chaque fois, dans les fiches de RCP, que ce soit en bas, le truc. La dernière case à cocher, c'est information, truc pour proposer, préservation de la fertilité. Comme ça, plus personne peut dire oui, non. Plus personne peut dire on a oublié. Mais on sait que malgré ça, et pour le coup, ce que vous disiez, il y a encore des hommes qui passent à côté. La congélation de sperme, c'est les années 70. Et encore maintenant, on pense qu'il y a 30% des mecs qui passent à côté. Enfin, à qui c'est pas proposé. Encore. 50 ans plus tard. Donc, alors que chez les femmes, ça fait 20 ans que c'est arrivé, on se doute bien qu'il y en a encore beaucoup qui passent au travers. Alors même s'il y a eu beaucoup d'efforts, on a essayé de beaucoup militer pour que ce soit pour l'information, mais c'est terrible de voir des femmes qui viennent me voir encore maintenant en me disant bah voilà, j'ai essayé d'avoir un enfant, j'ai eu un cancer il y a 5 ans et on m'a pas proposé. Je me dis mais putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Il y a 5 ans, moi ça fait... Depuis 2008, je me suis baladé dans tous les staffs partout, même des trucs à 2 personnes. J'allais voir pour essayer de dire faites. Je me faisais démonter au début parce qu'on me disait, souvenir des premiers staffs où j'allais, j'étais jeune chef de clinique, j'étais allé à Curie et le mec me dit bon, on t'a invité à ce staff, mais franchement la fertilité on s'en fout. Nous on est là pour guérir les gens. Qu'est-ce que tu vas nous emmerder avec avoir des enfants? Peut-être que certaines pourront pas. Ok, certaines pourront pas parce qu'elles seront décédées, mais combien vont pouvoir? Et voilà, c'était ça au début. Il a fallu fallait convertir les gens et leur dire mais adhérez. Les soins de support aujourd'hui, mais moi j'en ai rien à foutre. C'est pas péjoratif. Je m'en fous d'être dans les soins de support. Il y a aucun problème. Moi je suis là pour aider voilà. Je veux que les femmes et les hommes puissent avoir leur information pour avoir un maximum de chances d'avoir des enfants s'ils le veulent. Donc ça fait partie du job de tout oncologue et toute personne qui est dans le cancer aujourd'hui. Il n'y a pas que je guéris. Justement, la guérison, ça va avec la projection vers le futur. Donc, c'est complètement lié. Je m'excuse parce que vous l'avez peut-être dit en début, mais quelqu'un qui justement à qui on n'a pas proposé la consultation fertilité, je ne sais pas si dans tous les centres de soins en France il y a ça. Est-ce qu'on peut orienter quelqu'un est-ce qu'il y a des centres spécifiques pour ça? Alors, de toute façon, beaucoup de services, beaucoup de médecins qui font de la reproduction sont au fait de plus en plus, parce que surtout tous les jeunes qui sortent sont passés dans des services qui ont fait de la préservation. Donc, même si vous allez voir un gynéco en ville qui n'a pas forcément la possibilité de congeler, parce que c'est des centres spécifiques qui peuvent congeler dans le cadre du cancer, il saura quoi faire et il saura à qui référer. Mais après, sinon, c'est les centres qui sont souvent rattachés à des sécos, les centres de conservation des œufs et du sperme qui peuvent congeler. Mais après, on a le droit à une information, même après. Bon, ok, on arrive après la bataille. Si la femme veut des infos, elle a le droit d'en avoir. Mais de la même manière que c'est pas parce qu'on ne fera rien à 40 ans, une femme de 41 ans a le droit à une information aussi. Je veux dire, si elle veut des infos sur sa fertilité, on lui dira bon, je suis désolé, je peux rien faire. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas leur dire quand on les envoie, on vous envoie congeler les ovocytes. Parce que ça, c'est une connerie. Parce qu'on ne pourra pas le faire.
Mais vous voulez des infos, vous voulez en avoir, on vous en donnera, on lui expliquera que voilà, ça va sans doute être compliqué, qu'il y a des possibilités alternatives, etc. Mais au moins, elle aura une information. Donc tout le monde a droit à une information. Et même si on on arrive après la bataille, ils ont encore le droit, on peut voir, est-ce qu'il y a des choses à faire, de la préservation post-cancer, même si c'est pas idéal. Bon, on peut essayer de discuter des choses, mais avec les bémols qu'il peut y avoir liés à ça. Question à titre personnel, mais qui intéressera peut-être d'autres personnes. Je suis en rémission depuis 2 ans et on m'a dit qu'il fallait attendre 2-3 ans avant d'avoir un projet bébé 2. Et ma nouvelle oncologue m'a dit non, c'est n'importe quoi, vous auriez pu en refaire un déjà, enfin tenter du moins, depuis 2 ans. Donc c'est quoi la raison qui fait qu'il faut attendre ou pas C'est un principe de précaution, les 2 ans. C'est dans tous les cancers, on met 2 ans en général, par rapport, notamment, c'était un cancer du sein ? Non. Hodgkin. Bon, le Hodgkin, il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est 1 an et demi, mais 2 ans, c'est vraiment le bout du bout. On sait que même à 1 an, normalement, on est à peu près tranquille. Après, le Hodgkin, ça dépend des chimiothérapies. Si c'est de la BVD, c'est très peu toxique, quasiment pas toxique. Si c'est des BICOP, ça l'est un peu plus. Mais en général, on préfère mettre 2 ans parce qu'il y a beaucoup de récidives précoces dans ces maladies-là et personne n'a envie de mettre les femmes dans le dilemme de je suis enceinte, je dois avoir une chimiothérapie, est-ce que je dois interrompre si je fais une récidive à 4 mois, 5 mois voilà. Donc ça évite de se mettre dans un peu un nid en merde. Donc au moins on dit 2 ans et ça semble être un compromis. On a dû travailler beaucoup, notamment pour le cancer du sein et l'hormonothérapie, parce que c'était 5 ans et ils passaient même à 10 ans. Là, on leur disait, mais au bout de 3 ans, on peut peut-être faire un stop dans la chimio. Et maintenant, il y a des datas, dans l'hormono, pardon. Et maintenant, il y a des données qui montrent que c'est parfaitement safe et il n'y a aucun problème à partir du moment où on reprend l'hormonothérapie une fois qu'on a accouché. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais c'est beaucoup un principe de précaution. C'est pas tellement les... surtout si c'est fait avec des ovocytes congelés, parce qu'en fait, toutes ces choses-là sont issues de conception naturelle, où on se disait... Est-ce que je laisse une femme qui vient d'avoir une chimiothérapie, s'il reste un peu de chimio, des restes de chimiothérapie sur les ovocytes, il y aura peut-être des problèmes de malformation, etc. Mais à partir du moment où on utilise des ovocytes congelés, prélevés avant, il n'y a pas de risque. Bonjour. Bonjour, j'ai une question. J'ai fait moi-même 2 ans de FIV, mais en fait, je n'ai pas eu le cancer. Est-ce que je risque d'avoir le cancer ? Non, les stimulations hormonales qu'on fait pour les FIV ne sont pas à risque de développer des cancers. Il y a beaucoup de femmes un nombre limité de femmes qui qui développent des cancers au décours des stimulations ovariennes ou au décours des grossesses, mais en fait, c'est les augmentations d'hormones liées à la grossesse ou à la FIV qui font que la tumeur qui était déjà là se développe plus vite. Mais la FIV et les stimulations ne provoquent pas de cancer. Et la grossesse ne provoque pas de cancer. Okay, c'est un cancer qui était déjà là, qui peut grossir un petit peu plus vite s'il était hormonodépendant. Et au bout de combien de tentatives ? Parce que moi, j'ai fait 2 tentatives de FIV. Et en fait, on m'a dit qu'il faut qu'on arrête parce que vous risquez d'avoir un cancer. Justement, c'est pour ça que j'aimerais avoir un peu plus de... C'est une connerie. Non, mais soit on estime que le pronostic est trop mauvais et je sais pas, c'est pas une bonne idée de vous donner un mauvais argument pour arrêter. Ça peut être parce que le médecin sait qu'il n'y arrivera pas à cause de l'âge ou parce que pas assez d'ovocytes ou pas d'embryon ou je ne sais quoi. Et il se dit, bon ben voilà, on arrête ou on passe à du don, mais il faut arrêter de vous stimuler. Parce que, effectivement, stimuler pour stimuler, ça sert à rien. Le but n'est pas de vous filer des hormones si on pense qu'on n'aura aucun résultat. Mais on sait qu'il y a des données, 10, 15 stimulations, il n'y a pas de cancer, quoi. Ouais, parce que moi, j'ai eu 3 embryons. Bon, elles n'ont pas tenu, mais après, ils ont arrêté ça. Donc, je trouvais un peu À quel âge dommage. Quel âge vous avez ? J'avais 37 ans à l'époque. Je sais pas. Non, je sais pas pourquoi on vous a dit ça. Ouais. Moi non plus. Donc, mais c'est triste parce que voilà, on a une envie d'avoir des enfants. Ils nous donnent des faux espoirs et puis au final, après, on se dit pour le coup, c'est pas un faux espoir, c'est un mauvais argument pour arrêter. Parce qu'on aurait pu vous garder avec cet espoir. Bon, ça aurait peut-être pas marché, on refera pas l'histoire, on peut pas savoir, mais voilà.
Bon, merci pour ces détails. Le blocage ovarien par des capeptides ou autre, est-ce que ça c'est quelque chose qui endommage? Non, ça La endommage fonction pas. J'en ai ovarienne. pas parlé parce que c'est pas une vraie technique de préservation de la fertilité à proprement parler. C'est un moyen. On s'est dit pendant des années que si on mettait les ovaires au repos, si on mettait les femmes artificiellement en ménopause, on allait protéger la fonction ovarienne. Ça marche pas du tout, enfin ou très mal, ou très peu. Quand bien même il y aura un effet, il est sans doute infime. Il est proposé parce que quelque part, on dit ça mange pas de pain, ça fait pas de mal, mais c'est pas une vraie bonne méthode de préservation. Ça mange pas de pain, ça fait pas de mal, ça met des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales, des choses comme ça, mais la chimiothérapie met les mêmes effets en fait au tout début. Donc c'est pour ça qu'on se dit que ça va pas rajouter d'effets secondaires par rapport à la chimiothérapie. Mais maintenant, le problème, c'est maintenant, ils donnent ce blocage ovarien pour réduire le risque de récidive. C'est plus uniquement à visée de protection, pseudo-protection de la fertilité. Il y avait une question. Là. Je donne mon micro. Merci. Bonsoir professeur, bonsoir à tous. Je vous prie de m'excuser, je suis arrivée un peu en retard, vous en avez peut-être parlé. C'est pour une de mes proches qui a eu une leucémie, chimiothérapie, greffe de moelle osseuse, qui va relativement bien aujourd'hui, qui va très bien, qui est toujours sous traitement, qui est ménopausée. Je voulais savoir, est-ce que cette ménopause, vous en avez peut-être déjà parlé, est-ce qu'elle est irréversible? Elle a eu une procédure de préservation d'un ovaire. Est-ce que cette ménopause est irréversible? Sinon, est-ce qu'il y a des chances que ça reprenne? Alors, après greffe de moelle, en général, ou greffe de cellules souches, en général, ce qu'on appelle les insuffisances ovariennes, ces ménopauses un peu précoces, sont souvent irréversibles. Maintenant, le but d'avoir congelé du tissu ovarien, c'est de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, de le réintroduire pour réinduire une production hormonale et éventuellement des cycles. La question, c'est est-ce qu'elle a été prélevée en rémission ou pas? Parce que si elle n'a pas été prélevée en rémission, il y a un risque de réintroduction de cellules blastiques, des cellules leucémiques, au moment de la greffe, alors qu'elle est guérie. Donc il faudra aussi voir l'intérêt de la greffe, ou alors si elle a été prélevée au moment où elle était en rémission, on sait que maintenant on peut le faire, il n'y a pas de risque de récidive. Donc ça, c'est une vraie question importante. Donc en général, c'est fait après les premières cures d'induction. Une fois que la patiente est en rémission, on prélève du tissu ovarien et on peut le regreffer derrière. Après, de toute façon, je ne sais pas depuis combien de temps, si elle est ménopausée, en tout cas, il lui faut un traitement substitutif de la ménopause pour continuer à imprégner son corps en hormones importantes à visée de protection cardiovasculaire, osseuse, et pour garder son utérus un peu sous perfusion, pour qu'il soit capable, si jamais elle doit porter une grossesse, que ce soit via son ovaire qui a été greffé ou même via du don, de pouvoir avoir la chance de mener à bien une grossesse à terme. Merci, professeur. Juste une remarque à titre personnel qui rejoint ce qu'un intervenant précédent a évoqué. Je suis suivie depuis 3 mois pour un cancer du sein hormonodépendant à l'Institut où je suis suivie. Quand je suis arrivée, je viens du Cameroun, je suis venue pour les soins. Quand je suis arrivée, quand on m'a reçue, première consultation avec l'oncologue, je n'ai pas osé poser la question. J'espérais qu'il m'en parlerait. Je n'ai pas osé en parler parce que peut-être qu'il me dirait que mon cancer est très grave et que ça ne devrait pas être ma préoccupation. Mais j'aurais voulu qu'on me parle de la possibilité de faire une préservation de la fertilité. Après, j'ai 43 ans. Peut-être qu'ils ont estimé qu'à 43 ans, et j'ai 2 enfants, que ce n'était pas nécessaire d'en parler, mais je venais d'avoir mon diagnostic, j'étais un peu dans la panique, je suis allée lire un peu. Un cancer hormonodépendant, je me suis dit, s'il faut préserver ma fertilité, dans l'espoir d'avoir un autre enfant, on va me faire de la stimulation, peut-être que ça va aggraver mon cas. Vous avez répondu à la question tout à l'heure, ça n'aggrave pas. Donc voilà, merci. J'aurais aimé qu'on m'en parle.
En fait, ce que vous dites, c'est hyper important, mais bon, il n'y a pas de regret. On n'aurait sans doute rien pu faire à 43 ans, c'est ce que je vous ai dit. Mais maintenant, il n'empêche que ce qui n'est pas normal, c'est que vous repartiez d'une consultation avec un défaut d'information. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on a plus de 40 ans qu'on n'a pas le droit à une information. Même si l'information, elle ne concerne pas la gravité. Vous, elle vous inquiétait, vous aviez peur de cette annonce, de poser la question par rapport au fait d'entendre un pronostic éventuellement défavorable. Le pronostic de fertilité est défavorable à cet âge-là, mais pas le pronostic du cancer. Et en l'occurrence, les cancers hormonodépendants sont plutôt de meilleurs pronostics que les non hormonodépendants. Mais c'est, je ne sais pas quel âge a votre oncologue, si c'est plutôt ancienne génération ou pas. Mais normalement, on a essayé de travailler depuis des années. On forme les internes non-onco et je fais des cours un peu partout pour les internes non-onco pour leur dire qu'il faut en parler. Et encore une fois, indépendamment, on le disait tout à l'heure, du nombre d'enfants. On s'en fout que vous ayez 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants. Si vous en voulez un de plus potentiellement, la question doit se poser. C'est pas au médecin de juger combien vous devez avoir d'enfants ou on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour vous donner des informations. Et on sait que dans ces moments de diagnostic compliqués de cancer, vous êtes... soit vous n'allez pas oser poser des questions parce qu'il y a la sidération liée à tout ça, soit vous n'allez pas oser les poser de peur, ce que vous décrivez d'une information, mais qui était sans doute un peu erronée, mais vous ne pouvez pas le savoir. On ne peut pas vous demander d'être médecin. En l'occurrence, si vous allez voir un médecin, c'est pour qu'il réponde à vos attentes. Et j'ai compris que, chose que je n'avais pas forcément comprise avant... Quand j'étais plus jeune, mais c'est sûrement vrai, mais pas qu'en oncologie, le médecin, y a une espèce de distance et de barrière qui fait que les patients n'osent pas forcément poser toutes les questions. Soit de peur de paraître ridicule, soit de peur de la crainte de la réponse. Et du coup, c'est à nous d'aller chercher. Et c'est à nous d'aller poser les questions. Et si ça prend 5 minutes de plus de poser 2 questions, et même si elle est complètement débile, à la limite, moi, je peux estimer qu'à 43 ans, je pourrais très bien dire toutes les femmes doivent savoir qu'à 43 ans, la fertilité, elle devient c'est 5%, 3% de chance d'accoucher. C'est la réalité. Mais sauf que personne ne le sait. Donc moi, je le sais parce que je baigne là-dedans tout le temps. Mais si je me dis, mais non, je ne vais même pas lui en parler, elle doit le savoir, bah non, je fais fausse route. Nous, on est là pour donner les informations et c'est comme ça. Donc, c'est à nous de nous adapter. C'est aux médecins de s'adapter et de savoir dans quel état sont les personnes qui sont en face de nous. Enfin, moi, faudrait se mettre des fois dans la position de l'autre. Et c'est là qu'on voit... Je pense un bon médecin d'un moins bon médecin. Je ne parle pas d'un point de vue technique, mais dans le relationnel, on se doit de pouvoir, et les patients se doivent d'être en confiance pour pouvoir poser leurs questions. Et s'ils ne le sont pas, c'est à nous de savoir les questions qui peuvent éventuellement les bloquer. Et le truc de la fertilité, vous l'annoncez vous, mais je pense qu'il y a plein d'autres femmes qui ont eu ce ressenti et qui n'ont pas osé le verbaliser. Et on le sait. Et donc, à nous de dire... Allez, vous les oncologues, à la pêche à cette information, vous posez la question et point barre. Et après, si on vous répond et vous répondez, si vous ne savez pas répondre, c'est pas grave, c'est pas votre job. Vous envoyez à des gens qui savent répondre. C'est pas très grave. Ça vous aurait coûté une consultation, d'aller vous déplacer une fois, mais au moins vous auriez eu toutes vos réponses. Une remarque par rapport à ce que vous venez de dire avant la question. Peut-être que le patient partenaire a toute sa place à ce niveau-là, justement, pour faire l'interface entre le soignant et le patient et pour pouvoir libérer la parole et avoir les questions qu'on n'ose pas forcément poser à son soignant. Non, la question que j'avais, c'est que j'adore votre discours. Je suis content d'entendre un discours ouvert et sans langue de bois, ce qui n'est pas toujours le cas sur la thématique. Et du coup, je vais vous poser la vraie question, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche là-dessus. Faut-il, quand on est sous traitement en radiothérapie et ou chimiothérapie, avoir des rapports protégés, c'est-à-dire avec préservatif, qu'on soit homme ou femme? La logique voudrait de dire oui, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une grossesse. La probabilité de grossesse dans ce contexte, elle est quand même
plus qu'infime. Donc je crois que c'est aussi beaucoup de l'information. Et en fait, les couples sont libres. Je veux dire, il y a un moment... L'enjeu, c'est quoi? C'est s'il y a une grossesse, sans doute qu'on leur proposera d'interrompre. Proposer. Ça ne veut pas dire imposer non plus. Si les gens veulent prendre le risque de se dire, OK, bah peut-être qu'il y a un infime risque d'être enceinte. OK, bon, mais si je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde, je ne regarde pas? Bon, mais ça aussi, c'est des vraies questions à aborder. Et on leur impose tellement de choses en permanence. Et on est tellement intrusif déjà dans leur vie que quand on rentre en plus dans leur vie sexuelle, qui est compliquée, la vie sexuelle au moment du cancer, c'est quand même lourd, que ce soit dans le cancer de n'importe qui, homme ou femme. Ça fait partie des impacts importants. Il y a une baisse de l'estime de soi, il y a des signes physiques, on peut avoir des problèmes d'érection pour les hommes, on peut avoir la sécheresse vaginale pour les femmes, on n'a pas forcément envie, mais on a quand même un partenaire, donc on sait qu'on veut essayer de ménager. C'est hyper compliqué, hyper compliqué. Donc si en plus on va les emmerder, à leur perturber leur sexualité, déjà que c'est un peu une galère, donc je crois c'est de l'information après. Pour moi, c'est de l'information. Il faut que les gens soient informés, après ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour aller leur dire tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Voilà, tu sais que tu prends ces risques-là. Moi, mon boulot, c'est de t'informer. Ok, si je t'ai pas informé, j'ai mal fait mon boulot. Mais voilà, maintenant tu veux avoir des rapports pas protégés. Ok, tes chances de grossesse, tes risques, parce que ça devient un risque un peu, de grossesse, ils sont infimes. Et si ça arrive, bon, faudra savoir qu'est-ce qu'on fait derrière. Mais c'est tout. Mais c'est tellement peu probable que, bon, voilà, il faut juste en parler. Et moi, je crois que leur dire, il faut protéger absolument, déjà assez compliqué. Les rapports avec préservatifs, c'est quand même un peu moins sympa pour un couple qui est stable, de se dire on remet des capotes comme au début de notre relation, c'est moyen. Il y en a beaucoup qui apprécient pas. Et voilà, donc c'est déjà suffisamment compliqué, je trouve. Mais c'est pas le discours standard, hein, je sais, mais c'est un discours de la vraie vie, en fait. Alors, on parle beaucoup de fertilité. Effectivement, je trouve qu'on parle très peu de sexualité, parce que ça fait partie de l'étape un petit peu avant. Et généralement, quand on parle de cancer, on parle de soins, mais on ne parle pas vraiment d'accompagnement sur la personne, sur sa sexualité, ni même d'accompagnement psychologique, même si ça fait partie des soins de support. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait ou qui va être fait dans ce sens? Alors, qui est fait, oui, sans doute pas assez, mais c'est un peu le parent pauvre, la sexualité aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la fertilité parce que la sexualité, il y a deux versants, hein. Il y a la procréation et il y a la récréation. Donc, mais pour la procréation, en général, il y a eu la récréation en même temps. Mais pour le coup, on n'est pas assez bon là-dedans, ça c'est sûr. Moi, je sais que mais on n'est pas bon tout court, même dans les services de PMA. Hein. On a des psychologues, on a éventuellement qui ont un peu une orientation sexo des fois, mais on n'a pas forcément les moyens d'avoir des sexologues. Donc, il faut adresser à des sexologues en ville, qui sont assez chers aussi. Donc, aujourd'hui, on n'est pas bon là-dessus. Vraiment. Donc, c'est hyper important parce que ça fait partie du bien-être. Avoir une vie sexuelle épanouie dans la mesure du possible. Bon, en général, on est plutôt mieux quand ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Beaucoup de travail parce que c'est lourd et ça impacte beaucoup. Mais il y a entre le tabou, les gens qui n'osent pas en parler, parce que c'est à nous aussi encore les gens n'osent pas parler de leur sexualité tout de suite. Donc c'est aux médecins et c'est aux équipes soignantes de faire les démarches. Mais si elles n'ont rien à proposer, je trouve que c'est dur de dire, bon, ok, mais déjà de proposer, d'en parler, de dire vous pouvez éventuellement aller voir quelqu'un, même si c'est payant, c'est déjà une première étape. Après, le jour où il y a vraiment des sexologues dans les centres, dans tous les centres ou dans tous les services d'oncofertilité, on sera mieux.
Et pourtant, depuis quelques années, la santé sexuelle fait partie de la santé globale selon la définition de l'Organisme mondial de la santé. Et parmi les 9 soins de support, la santé sexuelle en fait partie. Donc, devrait être proposée dès le parcours de cancéro à chaque patient et patiente entrant dans un parcours de cancéro. Mais on sait très bien que ce n'est pas tellement suivi. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, nous, mon réseau cancer colorectal, on avait fait, au moment où on a lancé l'assaut, donc en 2021, une enquête pour savoir vie intime et sexuelle avec un cancer colorectal. Et 86% des répondants avaient dit « Ah, mais on ne savait pas que les traitements et la maladie auraient un impact sur notre vie sexuelle. » Du coup, ne le sachant pas, ils n'ont pas posé la question. Et comme de leur côté, on ne leur a pas posé la question, on ne leur a pas demandé non plus. Donc, on n'est même pas sur un discours de sourd, on est sur un discours de muet. Vu que personne ne parle, on n'en parle pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais il ne faut pas attendre que ce soit forcément les patients qui en parlent, parce que très peu vont en parler. C'est difficile de parler de sexualité. Donc, surtout à un médecin dont on se dit je ne vais pas parler à mon oncologue de sexualité, c'est pas son job. On se dit que c'est pas son job. Et pourtant, si. Enfin, c'est pas son job directement, mais c'est à lui de pouvoir avoir la réponse de je dois référer. Mais voilà, en fait, c'est une démarche globale d'essayer de libérer la parole des patients, qui se sentent libres de parler de tous les sujets. Mais ça, dans ce contexte de cancer, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, surtout au moment du stade aigu. Après, ça peut être aussi abordé dans le suivi. Il peut y avoir des loupés sur la première consulte. Mais il ne doit pas y avoir de loupés sur la suite. Le suivi, c'est pas que le suivi de la tumeur, quoi. C'est le suivi de l'être humain. Et l'être humain, il y a beaucoup de choses là.